Ila. Kaka pona ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre attention à ces numéros de table ronde ce soir. La semaine passée, je crois qu'on ne s'était pas mis d'accord sur un certain nombre de choses. Je crois qu'il n'y avait rien de promesses dans ce sens pour ce jeudi, mais seulement nous avons préféré faire rappeler ce soir pour ce nouveau numéro Maître Steve Kivuata, et ce soir il sera en face d'un autre co-débatteur, mais seulement je n'ai pas avec moi le programme de Cash et de la Mouka. Pourtant on l'avait promis, mais bon, je crois que le ciel n'étant pas encore tombé, Jésus n'étant pas encore de retour, on finira par vous présenter ces deux programmes respectifs. Ce soir, nous revenons pour un débat autour de questions d'actualité, mais on va beaucoup plus s'asseoir sur ces mesures urgentes, rejetées à gauche, critiquées à droite, soutenues de part et de Cash. Et nous voulons beaucoup plus savoir le pouvoir, réfléchir sur le pouvoir du chef de l'État, surtout en matière des élections. Est-ce que le chef de l'État avait-il cette compétence constitutionnelle pour prendre une telle décision? Est-ce qu'une telle décision d'une grande envergure pouvait se prendre dans une réunion interinstitutionnelle? Est-ce qu'il ne revenait pas à la CENI de l'annoncer à l'opinion congolaise que un rapporteur choisi à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle? On va en parler ce soir. Nous allons aussi aller au-delà de cette réunion interinstitutionnelle. L'ancien président, en termes de respect de règles, en termes de respect de la Constitution, moi, je pense que c'est une référence malheureuse. Mais en droit, vous parlez de la jurisprudence. Non, malheureusement, la jurisprudence joue dans le cadre de cours et tribunaux. On peut parler d'une pratique constante ou d'une pratique juridique. Mais dans le cas d'espèce, je pense que malheureusement, le président proclamé Félix Tshisekedi a fait pire que le président, l'ex-président Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que même au temps du président Kabila, la réunion interinstitutionnelle ne faisait en réalité que de recommandations. Même si elles étaient exécutées facilement par les autres institutions, mais du moins c'était de recommandations. Ce sont les autres institutions qui prenaient acte et prenaient des décisions conformément à la Constitution ou aux autres lois de la République. Mais actuellement, la réunion internationale qui s'est réunie, sur le plan de la forme, a déjà effectivement posé problème en disant clairement dans le communiqué du directeur de cabinet que le chef de l'État a décidé, après avis des autres institutions. Pourtant, le chef de l'État décide par ordonnance et il ne décide pas dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle. Et deuxièmement, les mesures qui ont été prises en violation de la Constitution. On va en parler. Alors, Maître Roby, est-ce que vous êtes d'accord que le président Fachi, Félix Tshisekedi, c'est vrai, dans le passé, Kabila aussi, en tant que chef de l'État, a convoqué de réunions interinstitutionnelles, mais Maître Steve Kivuata a souligné ici que le président Fachi a fait pire que Joseph Kabila. Un peu comme le président Adolphe Monzito l'avait dit, Fachi est pire que Joseph Kabila. Bon, d'abord, il y a un problème qu'il faut se poser. À quel moment Kabila est devenu pire dans le chef de Monzito et de la partie de Steve Kivuata? Parce qu'ils ont travaillé ensemble. Ils partagent le même bilan. Si Kabila a violé la Constitution en son temps, c'était avec la bénédiction de Monzito et de Steve Kivuata, qui est en face de moi. Et nous voudrions d'abord savoir à quel moment Kabila est devenu un homme pire. Il est devenu le mal, à quel moment? C'est au moment où Monzito est parti de Palou, où on lui a refusé qu'il soit candidat de Palou. C'est en ce moment-là
Kabila devient pire. Donc je crois qu'en ce moment-là, quand on nous répond à cette question, on peut bien évoluer. Et de deux, monsieur le journaliste, le président Fathi a pris une décision. Je le dis et je le répète, ce sont des mesures conservatoires. En droit congolais positif congolais, des mesures conservatoires sont prises justement pour une bonne administration ou pour arriver à des solutions. Ce sont des mesures d'abord qui ne préjudicient aucune des parties, qui ne nuisent à aucune des parties. Qui peut se dire qu'à la suite de ces mesures conservatoires, il est préjudicié? Qui? Mais parce que, si je peux aller. Ici, quand vous lisez l'article 74 de la Constitution, par le premier alinéa, le deuxième alinéa, il vous parle du serment du chef de l'État. Le chef de l'État doit protéger les lois de la République, défendre la Constitution ainsi que les lois de la République. Lorsqu'on vous dit que pendant une élection, il y a eu de corruption, c'est les lois de la République qui sont violées. Et en tant que protecteur de la loi de la République, il dit, j'ordonne la suspension du Sénat. Pas l'annulation du scrutin. Du Sénat. Et aussi, il demande au PGR d'instruire sur le dossier. Ce sont des mesures conservatoires. On va en débattre s'il en a la compétence. Mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qui peut être le mission, ou si vous me permettez, les limites d'une réunion interinstitutionnelle? Ça consiste à quoi? Si l'opinion peut en savoir quelque chose. Vous savez, John, la séparation rigide du pouvoir tel que dit par Montesquieu n'existe plus. Il y a ce régime de collaboration entre les institutions. Les institutions doivent collaborer. Et en collaborant, les institutions peuvent arriver à céder les unes les autres certaines compétences pour permettre le fonctionnement de l'État. Parce que si on veut dire que le gouvernement ne peut pas obtempérer à ce que la justice dit, si on doit rester dans la logique stricte de la séparation du pouvoir, on ne va pas gérer ce pays. Mais ici, il y a un problème qui ronge la communauté. Et c'est là que j'avais dit qu'il y a un principe en droit, que le salut du peuple brise même la loi. Le salut du peuple est au-dessus de la loi. Ici, notre pays ne peut survivre qu'en dehors de la corruption. Ça, avec la corruption, nous allons retomber dans les mêmes schémas. Et vous vous souvenez que l'actuel chef de l'État avait dit qu'il va combattre la corruption dans toutes ses formes. C'était une promesse faite pendant la campagne. Mais Maître Steve Kivoda, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la mission et même les limites d'une réunion interinstitutionnelle, par exemple? Si on peut éclairer un peu l'opinion, Maître Roby l'a dit, est-ce que vous pouvez compléter, ou s'il y a des contradictions à faire, le prouver aussi? Malheureusement, mon confrère Roby a tout dit sauf le droit. Et je l'ai senti effectivement avoir beaucoup de difficultés pour justifier les mesures. D'ailleurs, heureusement, lui-même, il parle de décision du chef de l'État, hors ordonnance. Il a eu du mal à justifier sa constitutionnalité, ou du moins sa légalité. Parce qu'il y a une constitution. On ne peut pas la bypasser. Et surtout que le chef de l'État lui-même, dans l'article 69, alinéa 2, on dit que c'est à lui de veiller au respect de la Constitution. Malheureusement, nous avons comme l'impression que lui-même est passé comme étant le premier violeur de la Constitution. Qu'ils disent qu'il y a eu une situation de corruption, mais la situation de corruption, ce n'est pas une situation extraordinaire. Ça existe, la corruption a toujours existé, il y a de lois pour le traiter, pour le résoudre, pour que ça soit puni. Ce n'est pas dans une réunion interinstitutionnelle que l'on peut traiter de la question de la corruption. Parce que le procureur général, près la Cour de cassation, avait le plein pouvoir d'actionner l'action publique, permettez-moi le pléonasme, et de poursuivre, que ce soit les corrompus, que ce soit les corrupteurs. Il ne faut pas que ce soit dans une réunion interinstitutionnelle qu'on puisse lui demander de faire ses travaux. Mais quelle est effectivement la mesure? Analysons mesure par mesure et voyons en quoi ça viole la Constitution. Premièrement, installation qu'on a dit abusivement des sénateurs et non du Sénat. On commence par la première mesure. On commence par la première mesure. Installation abusivement, on dit des sénateurs au lieu de dire du Sénat. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement,
on ne sait pas Ça les comprendre dans le détail. Et si l'on veut, si l'on veut comprendre en quoi est-ce que ça violerait la Constitution, premièrement, on sait que les résultats des sénatoriales ont déjà été proclamés par la CENI. Donc, du moment où la CENI a proclamé les résultats des sénatoriales, la loi électorale nous dit le contentieux, c'est-à-dire toute contestation des résultats est de la compétence de la Cour constitutionnelle, pouvoir judiciaire. Et ils ont pour ce faire 8 jours pour introduire leur requête en contestation. Que ce soit en annulation, que ce soit pour erreur matérielle, ils ont 8 jours. C'est la loi. Quel est le problème pour cette première mesure? Quel est le problème, effectivement? Quel est le problème? En voulant s'immiscer dans cette question qui est de compétence judiciaire, le président de la République et les autres participants violent l'article 151. Que dit cet article? L'article 151 nous dit ceci. Je peux le lire pour l'opinion qui nous suit. Ok. Vous lisez l'alinéa premier. J'espère que c'est la constitution de la République, pas du Congo-Brazzaville, je vous rassure. C'est notre constitution. Vous parlez de l'article 151. Voilà. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Et je continue? Non, c'est déjà bon. Donc le pouvoir exécutif, le lien alors avec cette distinction de la Constitution, le pouvoir exécutif auquel appartient le chef de l'État, le président proclamé, ne peut pas demander au juge constitutionnel qui est compétent pour traiter de questions de contentieux électoral, ne peut pas leur donner une injonction ou leur dire voilà comment vous allez traiter l'affaire. Et ne peut pas, encore une fois de plus, suspendre cette procédure. Donc, normalement, le 23 ici, c'est limite leur droit de recours. Et s'il n'y aura aucun recours, comme le dit la loi électorale, 8 jours après, la Cour constitutionnelle devra proclamer les résultats définitifs. Maître Roby, est-ce que c'est vrai que le président a violé la Constitution dans sa disposition 151? Est-ce que c'est vrai qu'en décidant de suspendre l'installation du Sénat, il a donné des injonctions aux juges et dans une matière interdite par la Constitution? Je viens d'entendre une allégation très grave. Effectivement. Maître Steve Kivata, qui est un avocat comme moi, je l'espère bien, il dit que la corruption n'est pas un truc extraordinaire. Elle a toujours existé. Donc, il n'est pas dans la rupture. Et toujours poursuivi. Nous disons que la corruption doit prendre fin. Parce que le conseil du chef de l'État, en matière de lutte contre la corruption, avait dit 15 milliards échappent à la caisse de l'État. Et si ces 15 milliards pouvaient être reversés dans la caisse de l'État, M. Steve Kivata, le pays se relèverait. Tant ça peut. Et lorsque vous dites que ce n'est pas un problème extraordinaire, alors que c'est une peste qui gangrène notre pays. Et lorsque je vous dis que le salut du peuple dépend de ça, et le principe de droit qui dit que le salut du peuple brise même la loi, et le chef de l'État en tant que garant des institutions, en tant que protecteur numéro 1 de la loi, parce que la Constitution le dit. Et aussi, on va en débattre, hein, garant. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'il peut violer. Il joue à l'arbitrage. Et aussi, M. John, quelle est la loi qui régit l'installation du Sénat? C'est la Constitution. C'est la Constitution, effectivement. Bien sûr. Alors, qui est le garant de la Constitution? Garant, donc il peut violer. Je ne dis pas dit ça. Et c'est parce que la Constitution, le Sénat est installé conformément à la Constitution, et la Constitution donne la possibilité au chef de l'État de veiller sur cette Constitution et sur la loi. Et dès lors qu'on vous dit que les élections qui ont eu lieu, il y a eu des violations de la loi, il y a eu la corruption, le chef de l'État dit, écoutez, je n'annule pas. C'est là que Maître Steve Kivata n'arrive pas à nous rencontrer. Nous ne sommes pas en contentieux électoral. Le contentieux de l'installation du Sénat, qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est-à-dire que l'action publique est mise en mouvement. D'ailleurs, j'apprends que le chef de l'État n'a pas le droit de donner des injonctions au procureur.
au procureur. Comment ça? Mais est-ce que c'est vrai, c'est qu'il a dit? Je pas dit ça. C'est l'essentiel de l'article 151. Je parle du juge. Je ne parle pas le chef de l'État n'a pas du procureur, je parle du juge. Le chef de l'État n'a pas donné des instructions au juge. Il a demandé au procureur que la Cour de cassation. Alors, quand vous évoquez l'article 51, prouvez-nous quelles sont les mesures qui ont été prises pour donner au juge de la Cour constitutionnelle de poursuivre les corrompus. Donc, ici, nous avons parlé, il s'agit du procureur près la Cour de cassation. Et celui-là, le chef de l'État, a le pouvoir de donner des injonctions pour instruire sur un dossier. Et ce qui a été fait. Donc, il n'y a pas eu violation de l'article 151. Et aussi de deux, on n'est pas en contentieux électoral. Le contentieux électoral est de deux ordres. Je le dis hier. Il est le contentieux de la régularité du scrutin et le contentieux de la sincérité des urnes. Est-ce que les résultats qu'on a publiés sont conformes au vote qui a eu lieu? Est-ce que les élections ont eu lieu conformément aux règles et éthiques pratiques électorales? Si ça n'a pas été respecté, vous allez en contentieux électoral. Nous ne sommes pas en contentieux électoral. Ici, l'UDPS, le chef de l'État ne dit pas qui est élu et qui n'est pas élu. Non, il ne dit pas. Mais est-ce qu'on a suspendu ce processus parce qu'il vous a rappelé un certain nombre de dates, le 23 par exemple, en principe, l'exploration pour les traitements de dossiers dans 8 jours, il faut... Mais comment ça va se passer alors? Vous savez, ici, John, lorsqu'il sera établi qu'il y a des gens qui sont coupables de faits infractionnels et qui seront jugés, vous savez, s'ils sont jugés coupables, il sera réputé que les élections n'ont jamais eu lieu pour ces gens-là. Parce que la décision au pénal, elle va s'imposer. Une décision pénale est une décision erga omnes. Elle a une force probante. Ça, c'est du droit pur que nous disons. Donc, lorsqu'il sera établi que les auteurs de la corruption ont été effectivement coupables de ces faits-là, et qu'ils seront en ce moment-là, parce que vous le savez très bien, l'un des leaders de la MOUCA a été condamné pour corruption, il n'est pas candidat, il ne sera jamais éligible. Il ne sera jamais éligible. Donc, ceux qui seront condamnés comme lui par notre juridiction pour corruption, ils ne seront plus candidats. Ils vont perdre leur mandat. Mais je crois qu'on va prendre la deuxième mesure, mais je sais que vous avez des réactions aussi à faire. Oui, il y a tellement de réactions. Oui, malheureusement, mon confrère, qui est en principe de l'UDPS, qui ont toujours dit avoir combattu pour l'état de droit, je sens qu'il est entré dans une philosophie de l'arbitraire qu'il a du mal à justifier dans notre Constitution. Lui-même, il dit que le chef de l'État veille au respect de la Constitution et le garant de la Constitution, mais il pense qu'être garant et veiller à la Constitution, ça veut dire la violer. Bien sûr que non. Premièrement, pour finir pour cette première mesure d'installation des sénateurs, c'était d'ailleurs dit abusivement, mais c'est plutôt l'installation du Sénat. En dehors de l'article 151, parce que je voulais relever le fait qu'il y a déjà un contentieux judiciaire en cours sur le plan constitutionnel, parce qu'il y a 8 jours de délai pour contester. Mais lui, il n'a pas dit qu'on n'est pas dans le contentieux. Non, attention, parmi eux, il y a ceux, parce que malheureusement il y a trop d'amalgames. Je souhaiterais assez que le collège juridique de la présidence puisse se formaliser, parce qu'ils ont 3 arguments. Un autre argument, ça vient du professeur Mbata, qui pense que ces élections doivent être annulées parce que les règlements intérieurs n'ont pas été jugés conformes à la Constitution. Deuxième argument, ce sont ceux qui estiment que le chef de l'État a agi de manière exceptionnelle par rapport à la théorie de mesures exceptionnelles. Il y a un troisième argument qui estime que le chef de l'État agit conformément à l'article 69. Il y a trop d'amalgames. C'est ainsi que je voudrais vous dire, le contentieux électoral est maintenant pendant. Ceux qui veulent que ces élections soient annulées, ils doivent saisir la Cour constitutionnelle pour demander cette annulation. Mais ceux qui, comme vous, estiment que le contentieux doit être pénal, donc au niveau de la Cour de cassation et à la limite des autres cours administratives, eh bien le procureur doit faire son travail. D'ailleurs, il devrait le faire depuis très longtemps. Mais l'action du procureur ne peut pas être suspensive de l'installation du Sénat. Ça ne peut pas suspendre l'installation du Sénat. Parce que l'article 114 nous dit ceci. De la Constitution. De la Constitution. Chaque chambre du Parlement s'est réunie de plein droit en session extraordinaire le 15e jour
suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de l'installation du bureau. Et pour le Sénat, ça ne sera pas le cas. Non, le Sénat, mais c'est la Constitution qui dit quel est l'acte contraire qui peut suspendre une disposition de la Constitution. Mais on si dit ce que n'est parce pas la il vous a dit que c'est parce que dans une élection, on tient compte de la vérité des urnes, si les élections, les résultats reflètent la vérité, les urnes, ce n'est pas si tout ça, on fait de la corruption. Non, soyons sérieux. C'est ainsi que dans un article que j'ai écrit, je me suis posé la question s'il y avait de la pure démagogie ou simple ignorance de droit. Le droit est clair. Et pour combattre la corruption, il ne faut pas créer de nouvelles dispositions ou prendre de nouvelles mesures. Elles existent, il faut tout simplement les appliquer. Dans le cas de Spes, quand le procureur général ouvre son action publique face aux députés provinciaux qui sont de présumés corrompus, il faudrait lever l'immunité parce qu'ils en bénéficient déjà. Mais les sénateurs de présumés corrupteurs, eh bien, comme le Sénat n'est pas encore installé, comme en attendant, leur mandat n'est pas encore validé, ils peuvent être valablement suivis sans qu'on puisse lever l'immunité. Peut-être ce qu'ils auraient pu demander, c'est que l'on puisse, lorsque le Sénat sera installé, le sénateur qui seront poursuivis, que la validation de leur mandat soit suspendue. Et non pas l'installation de toute une institution. Pourquoi? Entre autres parce que ceux qui seront concernés par ce fait de corruption, ça ne sera pas la majorité des sénateurs. Très bien. Il faut vous rendre compte que déjà, sur 780 députés provinciaux, le FCC avait plus de 600. Nous, on ne refuse pas qu'on attaque la corruption. Mais il faut le faire avec le respect de règles. Parce que si le président proclamé n'arrive pas à respecter la Constitution, lui-même, il tombe sous les coups de l'article 165. Parce qu'il aura violé intentionnellement la Constitution. Très bien. Est-ce que c'est vrai que le chef de l'État a violé intentionnellement la Constitution? On a évoqué l'article 114 par exemple, où on dit en principe, après cette élection, 15 jours après, on devait installer le Sénat, mais ça ne sera plus le cas parce que la réunion interinstitutionnelle en a décidé autrement. John, vous savez, lorsqu'on dit le chef de l'État a violé intentionnellement la Constitution, c'est pour quelle finalité il l'aurait fait? Parce que déjà, Maître Kivata vous dit que le FCC avait déjà 60 députés provinciaux. 600 sur le 700 et quelques. Et donc, même si on allait le scrutin de Kinshasa, l'UDPS n'aura jamais la majorité. Et pourquoi le chef de l'État le ferait? C'est là le problème de l'intention. N'était pas de violer la Constitution, de préserver les valeurs démocratiques et républicaines. Mais en violation et de la Constitution. Je vous ai dit que les saluts du peuple brisent même la loi. Et ce principe n'est pas... Et aussi, non, ça fait partie du principe général de droit. Et donc le droit n'est pas seulement la loi et la Constitution. Mais qui va en contradiction avec la Constitution? Si vous pensez que le droit c'est seulement la Constitution... Non, je n'ai pas dit ça. Alors, mais quand ça va en violation de principes constitutionnels où les compétences du président sont limitées et on lui donne même l'attribution de veiller au respect de la Constitution, ça devient effectivement contre-légal. Je suis quand même rassuré d'une chose. C'est que je vous ai dit ici que les mesures qui ont été prises préjudicient qui en souffre? Ben, les institutions du pays. Si le Sénat n'était pas installé, lorsque mon co-débatteur de la Mouka vous dit que on pouvait au moins solliciter que le député, les sénateurs soupçonnés de corruption, leur validation soit suspendue. Mais à quel moment on saura que tel est soupçonné de corruption? Quand le procureur général va ouvrir une action. Il y a une suspension de l'installation. Mais non. Là, vous m'accompagnez exactement. Les Sénats devraient être installés dans les 15 jours. Quand vous débattez, j'ai la discipline de vous écouter. Bon, je voulais juste vous relancer. Donc, c'est pour vous dire que, vous dites vous-même que ce que l'UDPS ou le chef de l'État devait faire, c'est de demander que les sénateurs élus ne puissent pas voir leur mandat être validé. Ceux qui seront poursuivis. Mais nous sommes encore au mot de la vérification des faits. C'est comme ça que le chef de l'État, par sagesse et prévoyance, dit suspendons d'abord, vérifions les allégations. S'il y a des gens qui seront poursuivis, en ce moment-là, ils seront poursuivables et le Sénat va continuer le travail. Parce qu'on n'a pas, mais John, s'il vous plaît. Vous allez chuter. Hein. Ici, la fraude corrompt tout en droit. Lorsqu'il y a la fraude,
La fraude corrompt tout. Même la présidentielle. Tu vas encore, non, vous savez, si on ouvre cette porte-là, je sais que je suis suffisamment outillé pour vous rencontrer. Lorsque vous levez l'option d'aller devant le juge constitutionnel, c'est pas le cash que vous avez dit. Vous avez saisi le juge, vous n'avez pas prouvé votre élection. Non, peut-être que donc, on vous a dégoûté. Comme en RDC. Si vous voulez, là ça devient autre chose. Hein. Lorsque la justice vous profite, là c'est non. Lorsque vous défendez la Constitution, n'est-ce pas? La même Constitution vous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être. Vous ne pouvez pas vous opposer aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais en même temps, interdit de bloquer la Constitution du Sénat. En même temps, Fayoul s'est autoproclamé président de la République. Mais il y a la Constitution qui lui interdit ça. Et ça, vous dites quoi? Il est président élu. Il est président élu. Oui. Donc au moins il s'est autoproclamé. Il s'est autoproclamé président de la République en conformant avec la Constitution de la République. Parce que cette Constitution même vous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle, sont exécutoires et ne peuvent pas être. Vous ne pouvez vous opposer à ces arrêts. On va prendre la deuxième mesure. Et il a même le cas pour... Non, mais John, je n'ai pas fini un truc, s'il te plaît. Il parle de... Il risque d'avoir tout le temps. Non. Il parle de... Je vous ajoute 30 secondes. Il dit que le procureur de la République a une action publique limitée. Le procureur de la Cour de cassation. Je dis ça quand? Non, tu l'as dit, je l'ai noté. Bien circonscrit. L'action publique, tu as dit que l'action publique ne peut pas suspendre l'installation du Sénat. C'est ça. C'est ce que vous avez dit. Oui. Mais de quel droit vous tirez ça, M. Steve Kivata? Comment? Parce que l'action publique est autonome. L'action publique, le ministère public a le droit de marcher sur le principe civiliste au nom de l'ordre public. Donc, si le procureur général de la République a le plein pouvoir, très bien, de suspendre, d'ordonner, de sceller, de bloquer même la porte là du Sénat pour donner les instructions. Alors, je crois que vous aurez aussi droit à une minute de plus, mais on va prendre la deuxième mesure. Parce qu'il y a aussi l'élection de gouverneurs et des gouverneurs qui sont aussi suspendus par... Le problème se pose aussi à ce stade-là, à quel niveau? Moi, je pense que d'abord, je vais rapidement rebondir avant de prendre la deuxième mesure. Allez-y. Vous ne pouvez pas, il ne faut pas qu'on fasse la confusion entre les sénateurs qui se seraient compromis dans la corruption comme corrupteurs et le Sénat. C'est ça la confusion. En fait, la corruption ne touche pas tout le Sénat. La corruption pourrait toucher quelques sénateurs. Et en tant que tel, le procureur général ne peut pas suspendre une institution dont l'installation est prévue par l'article 114 de plein droit, juste parce que quelques sénateurs se seraient compromis. C'est ce que je suis en train de lui expliquer. Vous n'étiez pas obligé de violer la Constitution pour que certains corrupteurs et certains corrompus soient poursuivis par la justice, par le parquet. Mais en ce qui concerne la deuxième mesure, moi j'aurais pu comprendre que l'on puisse reporter les élections de gouverneurs à une date bien précise. Et d'ailleurs, ça serait une recommandation conférée à la CENI. Parce que la réunion interinstitutionnelle ne peut pas elle-même décider du report, surtout s'inédié dans le cas d'espèce, des élections. Malheureusement, encore une fois de plus, ils ont piétiné et la Constitution et les lois électorales. Mais moi, je pense qu'un report pouvait, un report pour une date bien précise pouvait être acceptable du moment où il y aurait un certain nombre de députés provinciaux à écarter du collège électoral de gouverneurs. Ça peut être un peu acceptable. Mais le reporter s'inédié, c'est abusé, d'où effectivement je me suis posé la question dans un de mes articles. Si le président proclamé ne voudrait pas récupérer ce qu'il a perdu par les élections provinciales à travers les ordonnances désignant les commissaires spéciaux. Il voudrait peser peut-être dans le rapport de force. On en parle, effectivement. D'où ça serait une pure démagogie. Il prendrait une mesure, d'ailleurs en violation de la Constitution, non pas dans le sens de l'intérêt général, mais plutôt dans le sens d'un intérêt privé. Pourtant, aujourd'hui, le vrai rapport de force qui doit être rétabli, c'est au niveau de toute la classe politique. Parce que la plupart des institutions
politiques dans notre pays ne sont pas légitimes, en commençant par la présidentielle, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, les Sénats et le reste, parce que les élections, le processus électoral n'a pas été crédible. C'est ça la grande question. Il faut normalement que les hommes politiques se retrouvent et lèvent de grandes options pour qu'on ait des institutions légitimes. Sans institutions légitimes, on ne saura pas faire décoller notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord aussi? Et aussi, ça s'est dit, Maître Obi, semble, je ne le confirme pas, qu'il y a en sourdine une volonté de vouloir nommer des commissaires spéciaux en lieu place de gouverneurs. Comment justifier aussi, si vous avez évoqué des arguments même juridiques et politiques pour justifier la suspension de l'installation du Sénat, mais qu'en est-il de la suspension prise pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur? Je pense que sur ce point-là, on n'est pas en contradiction avec mon co-débatteur. Lui estime que le report devait se faire, le chef de l'État pouvait au moins... Pas les chefs d'État recommandés. Le report devait au moins se faire, mais ce report devait se faire avec une date précise, à une date précise. Mais nous disons que les mesures de renvoi de cette élection, ce sont des mesures conservatoires. Ils peuvent peut-être me lever demain. Donc il n'y a pas un problème à s'inquiéter là-dessus. Donc comme ils reconnaissent que on pouvait reporter, parce que ici, John, on est en train de mettre la charrue devant le bœuf. Comment? Il faut d'abord que le procureur identifie qui sont concernés. Mais comment ça va se passer aussi? C'est la troisième mesure d'ailleurs avec les... Oui, mais je vous dis qu'il a la technique d'instruction. Il peut convoquer tout le monde, c'est dans son pouvoir. Mais déjà, on apprend qu'on a saisi les opérateurs téléphoniques pour écouter les commerçants. Est-ce que ça ne viole pas la loi? Non, c'est une réquisition, c'est la justice. Les députés sont traqués. Est-ce que le mandat de député n'est pas protégé? Non, jusque là, il n'y a aucun député qui est aux arrêts. Au moins, le procureur a le droit de faire une réquisition au sujet des télécommunications pour avoir des données, savoir qui a fait quoi. Et ça, c'est dans son pouvoir. Et ce qui est en train de se faire pour l'instant, c'est encore discret. Personne ne peut le savoir. Mais les informations de possession font état de... Hier, quelques députés du CACH étaient convoqués à la 4e rue. Tout à fait, oui. Ils seront convoqués, ils seront entendus. Mais ils ne sont pas encore poursuivables. Quand on va se rendre compte que les faits, il y a des indices sérieux de culpabilité, il y a vraiment des faits qui justifient leur arrestation, en ce moment-là, on va recourir à l'institution pour lever les humilités. Et tout à l'heure, là, j'ai entendu mon co-débatteur parler de ces commissaires spéciaux. Je me demande s'il est à l'aise quand il cite des choses comme ça. Qui a inventé cette histoire? Ce sont eux quand ils étaient au pouvoir. Ce sont eux quand ils étaient au pouvoir. Non, il ne faut pas confondre le président Kabila avec tous ceux qui ont été avec lui, parce que ça, c'était une décision à son niveau. Moi, je pense que ça a été décrié, et même par nous, et je ne crois pas que à l'époque, le premier Mouzito et moi, encore moins, avaient accepté et approuvé cette politique de commissaires spéciaux. Bon, c'est ça le problème de Congolais. On joue maintenant au Ponce Pilate. Non, c'est pas une question de... On lave les mains, on ne veut plus assumer son passé. Il faut bien mettre des dates. C'était lors de l'installation de... Il faut assumer votre passé. On ne peut pas... Il faut l'assumer parce que Kabila n'a pas géré seul, il a géré avec vous. Oui. Et donc, les commissaires spéciaux ont été nommés à votre époque, quand vous étiez avec lui. Non. Reconnaissez-les et acceptez-les. C'était en quelle année selon vous? En quelle année? Et vous chutez en disant que les hommes politiques doivent se retrouver. Mais vous avez retrouvé pourquoi? Qu'est-ce que cela vous inspire? Des dialogues? En fait, c'est la négociation. Non. Pourquoi nous devons nous retrouver? Je dis qu'il y a un président dont le processus électoral était jugé non crédible, il peut démissionner. Si réellement il tient au respect du peuple congolais, comme vous l'avez dit. Monsieur Steve il y a des députés dont le soupçon sérieux de quand même nous protéger parce que le contentieux du président de la présidence est déjà fini, monsieur Steve Kivuata. C'est dérivé. Mais à la Mouka, ce n'est pas le cas. C'est dérivé parce qu'aujourd'hui, si vous nous opposez la Constitution, nous vous l'opposons sur la Constitution. La Constitution a les institutions de la République, dont la Cour constitutionnelle. Et la statué sur le contentieux électoral. Vous voulez bloquer les contentieux constitutionnels. La Cour constitutionnelle, réellement, vous ne luttez pas, on ne va pas débattre. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Écoutez, si vous critiquez la corruption au niveau des sénatoriales, mais vous pensez que l'élection présidentielle était parfaite, il y a un problème de logique.
Vous avez la parole, maître. La Cour constitutionnelle que vous avez saisie, vous, en contentieux électoral, et en contentieux, pas de la régularité du scrutin, mais de la sincérité des urnes. C'était ça votre contentieux électoral. Qu'est-ce que vous avez fait comme moyen dans votre requête? Quelles sont les pièces que vous avez produites au dossier pour permettre à la Cour constitutionnelle de se décider et de vous donner raison? Qu'est-ce que vous avez apporté? Rien du tout, monsieur, parce que la Cour s'est prononcée et le débat était une télévision. Et j'ai l'arrêt avec moi, il n'y a rien au dossier. Donc, le problème qui se pose ici, arrêtez de rêver. Ici, la Cour constitutionnelle concerne les élections présidentielles, c'est déjà fini. Et si vous nous opposez la Constitution, nous vous l'opposons aussi. De quel droit Fayoulou le peut s'autoproclamer président de la République? De quel droit? Mais pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Pourquoi vous ne l'arrêtez pas si il y a une violation de la Constitution? Fayoulou ne constitue pas un danger pour la République. C'est un événement. Vous savez, il y a des gens qui naissent avec les circonstances et qui vont disparaître avec les mêmes circonstances. Et que quand vous vous attachez, à lui, vous lui donnez beaucoup plus de valeur qu'il n'a pas bien. On ne veut pas se retrouver en dehors de cadre institutionnel. Si vous acceptez, assumer de faire l'opposition, c'est aussi un choix qui est prévu par la Constitution. Très bien. Maître, si vous avez... Moi, je pense que c'est vrai que c'est assez malheureux de revenir encore sur une affaire qui avait déjà été traitée au niveau de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas sur base de quoi il dit que notre procédure c'était en la recherche de la sincérité des résultats et non contre la régularité. Je ne sais pas, vous n'aviez jamais lu notre requête. La demande principale, c'était les récomptages de voix, parce que nous estimions qu'un processus qui était entaché d'autant d'irrégularités, en commençant par le fait que les centres locaux des compilations n'ont pas travaillé et n'ont pas donné les résultats, et ces résultats n'ont pas été... la CENI n'en a pas tenu compte, parce que la CENI elle-même a affirmé avoir utilisé des résultats électroniques venant de flash disk, et en tant que tel, le résultat venant de flash disk modifiable à souhait, en tant que tel, ces résultats étaient entachés du faux. Et ça s'émet d'ailleurs le doute aussi bien dans l'opinion nationale qu'internationale. Et devant ce doute sur la régularité du processus et sur la sincérité des résultats qui en sont sortis, on a demandé les récomptages de voix. Normalement, si nos amis de l'UDPS estimaient réellement que leur candidat a été élu, ils ne pouvaient pas amener des arguments contre le récomptage de voix qui ne pouvaient que nous rassurer sur la sincérité des résultats et sur la régularité du processus. Ils l'ont refusé, nos institutions fonctionnent telles que nous les savons. Et bien, nous continuons les combats dans le peuple parce qu'on ne peut rien construire dans le faux. On ne peut rien construire dans le mensonge. Aujourd'hui, ils sont rattrapés. Vous savez qu'il y a de soupçons sérieux sur le fait de corruption, aussi bien au niveau du premier degré lors des élections, aussi bien lors de proclamation des résultats. Il y a eu de soupçons sérieux. L'argent aurait circulé. Mais pourquoi à l'époque, ils n'ont pas soulevé de fameuses questions sur la lutte contre la corruption? Pourquoi ils ont dû accepter cette présidence pratiquement de la honte? Et qu'aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'ils peuvent violer la Constitution parce que ce sont des champions de la lutte contre la corruption. Nous nous disons non. Nous estimons que s'ils ont pu convoquer une réunion interinstitutionnelle parce que le militant de l'UDPS uniquement ont fait des incidents, ont tué, ont saccagé des sièges de partis politiques, nous de la Mouka, on est plus nombreux. On peut aussi faire des incidents. Si c'est le langage de la violence que vous entendez, nous pourrions aller jusque-là. Mais tout simplement, nous sommes des démocrates. Nous sommes des hommes pacifiques. Nous estimons que le président Félix Tshisekedi... Quand vous demandez le dialogue, vous demandez le dialogue. On ne demande pas le dialogue. Nous estimons que le président Félix Tshisekedi peut rencontrer son frère Martin Fayoulou et lui dire que c'est toi qui as gagné les élections. Je me sens très mal. Comme étant président simplement proclamé, eh bien, le fait précède le droit. Ils peuvent effectivement se rencontrer et dire au président légitime Martin Fayoulou, c'est lui qui a gagné les élections et qu'il a du mal effectivement à fonctionner dans le faux. Et ce faux-là est en train de les rattraper même au niveau des autres élections.
Je pense que c'est une question politique qui doit être réglée de la façon des montagnes. Il y a là, on n'en a pas besoin. Le président Martin Fayulu, aujourd'hui, nous sentons comment est-ce qu'il arrive même à mobiliser à l'extérieur du pays. Il a pu réunir de milliers de Congolais à la place de la République en France. C'est la toute première grande manifestation d'un homme politique, d'un acteur politique congolais sur la place publique. Donc, toutes ces questions doivent être réglées. Aujourd'hui, traiter la corruption au niveau de feuilles, pendant que ça se trouve au niveau des racines, c'est tout simplement de la poudre aux yeux, c'est la pire démagogie qu'est en train d'utiliser l'UDPS. Nous sommes déjà sur l'atterrissage pour cette émission, mais l'UDPS c'est un parti État maintenant, c'est elle qui donne des orientations. Est-ce que vous êtes prêt aussi à entendre le langage de la violence avec la Mouka qui a autant de militants que l'UDPS? C'est ça la question soulevée. Beaucoup plus, parce que les manifestations, ça ne s'est fait qu'à Kinshasa, à Kanangé, à Mbujimaï. Nous, on a les contrôles de la plupart de provinces. Nous pourrons le prouver si vous le voulez, si c'est le langage que vous entendez. Très bien. Je pense que au sein de la Mouka, il y a des gens dont la moralité pose des problèmes et qui ne peuvent même pas parler de la corruption. Quelqu'un comme Mouzito, dans des pays sérieux, il serait traité comme... Vous en disposez de preuves. Il serait traité comme Jérôme Cahuzac. Vous en avez le preuve, vous êtes... Il serait traité comme Jérôme Cahuzac. Vous en avez le Vous comprenez? Ce sont deux gens amoral en réalité, amoraux en fait, si on peut le dire ainsi, qui ne peuvent pas... Est-ce que vous ne peuvent pas... Ici, on est en train de faire un débat politique. Si vous voulez le preuve, alors on sera devant le juge. Donc, il faut les avis, ici, lorsque on n'ira pas devant le juge. Ce qui est ici va s'arrêter ici. Vous savez, on ne vient pas, quand on revient sur cette histoire du contentieux électoral, John, même si vous êtes un piètre juriste, si on vous donne la requête de la Mouka, vous lisez cette requête, moi j'ai eu froid aux yeux. J'ai dit, mais comment on peut écrire... Ça c'était un canular. Ça n'avait rien à voir avec du droit. Mais parlez-nous de la réponse. Quand vous parlez, moi je suis calme. Oui. Ne soyez pas. Je vous avais dit que vous ne laissez pas l'adversaire. Donc il faut faire attention. Donc vous savez le problème qui est là, c'est quoi? Quand on va en justice, on ne vient pas en consultation académique. Le droit congolais veut que quand vous vous présentez devant le juge, c'est vous qui allez régler les faits et qui a rapporté la preuve. C'est ça le principe de droit. Le contentieux, s'il vous plaît, la justice congolaise, elle est organisée comme ça. Donc quand vous êtes en justice, ne demandez pas au juge de vous donner vous de preuves. Non. Vous allez dire au juge que le résultat qu'on a publié, j'aurais dû avoir 61-62%. Voilà le PV régulièrement signé par le témoin. La procédure. Ma foi. On vous avait empêché de produire les preuves. Ce n'était pas ça la procédure. C'était quoi la procédure? Notre procédure, c'était de démontrer les irrégularités qui ont entaché les résultats proclamés. Et c'est ce qui a été fait. D'où on a demandé les récomptages de voix. Nous, on savait bien qu'il y avait plus de 75 000 bureaux de vote. On ne pouvait pas avoir 75 000 PV. On a contesté la régularité du processus et les résultats qui en sont sortis. Je voudrais parler de la procédure. Je voudrais dire à M. Steve Kivuata, lorsque vous parlez de la régularité, vous parlez que le résultat, il y avait des doutes sur le résultat. Vous voulez dire quoi? Vous contestez la manière, parce que la régularité, elle est prévue par la loi. Bien sûr. Et le résultat, c'est la vérité des urnes. Mais qui ne l'entend pas? Quand Fayulu danse partout dans le monde, il danse au nom de quoi? N'est-ce pas de la vérité des urnes? Est-ce qu'il parle de la régularité du scrutin? Il parle de résultats des urnes, tout court. Et ça, au moins, dans ses danses, il n'oublie pas, il le dit. Mais lorsque vous dites que Fayulu, vous êtes des démocrates et que vous n'entendez pas la voix de la violence, M. Steve Kivuata, il y a quand même de retenue en ces niveaux-là. Lorsque Fayulu dit qu'il y aura des troubles, c'est qu'il ne fera pas 5 ans au pouvoir, il y aura des troubles. Ça, c'est la démocratie. Mais ça sera une conséquence. Non, écoutez, est-ce que ça, c'est la démocratie? Vous allez me dire que c'est le président qui a demandé qu'on tue les policiers. Vous savez. Lorsque le peuple se soulève, ce n'est pas à nous de le maîtriser. Non, mais ici, vous préparez le soulèvement. Non, il constate. Donc, il constate qu'il y en aura. Vous dites que Tshisekedi ne fera pas 5 ans.
Ça, c'est pas le peuple. Le peuple qui l'a dit. C'est un constat. Ça engage que Fayoulou. Et puis arrêtez cette histoire de penser que Fayoulou a été le mieux élu. Parce que vous n'avez jamais apporté 1 million de PV. Vous n'avez jamais apporté ça. Vous en disposez. Nous, on n'a pas contesté les élections. Ben oui. Donc, si on n'a pas contesté, donc si on ne conteste pas, on accepte ce qu'il y a. Et vous contestez, vous n'avez pas prouvé le contraire. C'est là le problème. Mais la loi, on n'est pas en constatation académique ici. 14 de la loi électorale a prévu les récomptages de voix pour ces cas d'espèce. Mais est-ce que le juge est obligé? Lorsque le juge ne C'est une mesure, il peut prendre ou pas. Le juge ne les prend pas, où est le problème? Donc le juge, parce que quand une partie vient en justice... Mais je voudrais parler... Non, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Lorsque le juge est saisi d'une requête, il est obligé de vous répondre sur tous les moyens ou de vous accorder ce que vous vous demandez. Il n'est pas obligé. Si le souci est d'avoir un processus crédible et des institutions légitimes, le juge est appelé à user de cette faculté. Il ne faut pas laisser devant le juge. Malheureusement, aujourd'hui, le président proclamé légitime, il est en train d'en souffrir et il en souffrira davantage. Je vous remercie pour ce débat. Je crois que ça a été édifiant pour vous qui nous avez suivis ce soir. Je vous remercie pour le style républicain qui a caractérisé ces débats. Chacun, je crois, a tiré sa part de leçons. On va se retrouver pour le jeudi prochain, notre numéro de table ronde. Peut-être ça sera la continuité, on ne sait pas. Si vous le voulez, il faut nous le faire savoir. On va respecter votre requête. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Kaka pana ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano.